Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là. Je remercie Lima et l'IREMO d'avoir organisé ces journées, cette manifestation intitulée 3 jours pour comprendre la Palestine. Je tiens aussi à remercier la radio Pastel pour la transmission en direct de ce débat. Donc l'objet du débat cet après-midi, c'est les réfugiés palestiniens, l'impossible retour. Nous avons donc deux intervenants, Madame Aude Signol, maître de conférence à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence, mais qui va compléter la présentation très succincte que je viens de faire. Nous avons aussi avec nous Monsieur Tofir Tayani, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité, qui va aussi compléter cette présentation. Dans le cadre de ces journées intitulées 3 jours pour comprendre la Palestine, Lima et l'IREMO ont souhaité mettre la lumière sur une question d'actualité, sans doute brûlante, mais aussi une question dont le poids de l'histoire est très important. Plus d'un siècle de la déclaration Balfour et 71 ans de la création de l'État d'Israël, la colonisation et l'occupation sioniste se poursuit avec un bilan humain désastreux, comme on l'a vu d'ailleurs dernièrement avec les raids sur Gaza. N'est-il pas étonnant aujourd'hui que le peuple palestinien n'ait pas d'État reconnu? Ce peuple, ne jouissant d'aucune liberté et dépourvu de ses moindres droits légitimes, hormis une autonomie de façade, reste éparpillé dans le monde entier, dans les camps de réfugiés, dont Gaza est un parfait exemple. D'un côté, en Israël, tout juif ou descendant d'un juif reçoit la nationalité israélienne selon la loi de retour de 1950 et la loi de nationalité 1952, une définition réduite au simple critère religieux le plus obtus. De l'autre côté, les Palestiniens exilés n'ont toujours pas le droit au retour chez eux. Enfin, il est important de rappeler que le droit au retour, prévu par les résolutions des Nations Unies, est incontestable pour les Palestiniens, non seulement les réfugiés de l'époque, mais aussi leurs descendants. Donc les manifestations à Gaza qui affrontent les balles réelles de l'armée israélienne s'inscrivent dans cette exigence. Donc je vais laisser les intervenants répondre ou réagir par rapport aux différents volets qui touchent à cette question. Donc très classiquement, ce débat va se dérouler dans la façon suivante. Il y aura une première intervention de Madame Aude Signol, une vingtaine, 25 minutes, jusqu'à 30 minutes. Une deuxième intervention de Tofir Tayani, pareil, vous avez jusqu'à 30 minutes pour aborder ce que vous avez à dire. Et ensuite, nous vous écouterons questions, débat. Je vais être dramatiquement le gardien du temps, comme c'est un peu la mission d'un modérateur. Donc je passe tout de suite la parole à Aude Signol. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être ici aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir débattre de cette question des réfugiés palestiniens. Et je voulais remercier avant tout les organisateurs, à la fois évidemment de m'avoir invité, mais aussi pour toute la semaine d'événements autour de la Palestine qu'ils ont organisé ici. Alors 2018, ça a été un petit peu rappelé en introduction, c'est une date anniversaire malheureuse, j'ai envie de dire, pour les Palestiniens, mais il y a deux dates en fait anniversaires malheureuses de 2018. La première, c'est il y a 30 ans, en 1988, presque jour pour jour, le 15 novembre, Yasser Arafat, lors d'un conseil national
à Alger, proclamait l'indépendance de la Palestine sur les territoires de la Cisjordanie, la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Et j'ai envie de dire qu'au vu de la situation territoriale et politique sur le terrain, déjà au début des années 2000, mais alors encore plus aujourd'hui, une situation de fragmentation extrêmement forte, et bien évidemment la question de la pertinence même de créer un État sur un territoire qui est totalement réduit, sans souveraineté et pouvoir d'intervention de l'autorité palestinienne se pose avec acuité. Donc c'est la première date, évidemment anniversaire triste, j'ai envie de dire. Et la deuxième, c'est effectivement 1948, plus de 70 ans de ce que les Palestiniens nomment la Nakba, leur catastrophe, c'est-à-dire le début de leurs années d'exil, qui est consécutif et qui fait miroir à ce que les Israéliens appellent leur guerre d'indépendance, et donc à la création de l'État d'Israël en mai 1948. Je disais date malheureuse parce que depuis 1948, ce que la communauté internationale a depuis lors appelé la question de Palestine, eh bien, est toujours une question irrésolue, et pas que ça, j'ai envie de dire, au-delà de la situation d'attente, particulièrement longue, on verra, c'est un cas de pérennisation d'une situation qui devait être provisoire au départ, qui se pérennise. Au-delà donc de cette situation d'attente longue, ce qui pose problème, c'est à la fois la marginalisation de la question des réfugiés sur la scène internationale depuis les années 90, dans la mesure où et la communauté internationale et aussi, on verra, les dirigeants palestiniens ont mis l'accent davantage sur un projet de création d'État sur une partie donc limitée de ce qui était leur Palestine historique. Donc on a mis l'accent davantage sur un État que sur la question du retour de ces réfugiés dans leur foyer d'origine. Voilà. Alors je vais organiser mon intervention en 3 temps. Le dernier, je pense que ce sera juste sous forme de conclusion qu'ouvrira le débat, si je n'aurai pas trop le temps. Dans un premier temps, j'exposerai la situation immédiate post-1948, donc après la Nakba, mais surtout aussi pour revenir sur les mutations, les vagues de migration palestinienne dans la région, parce qu'il n'y a pas que 1948 qui a conduit à un exode de la population palestinienne. La région du Moyen-Orient a connu depuis lors évidemment un certain nombre de conflits et de contextes qui ont conduit les descendants de ces réfugiés à devoir de nouveau s'exiler. Voilà, donc dans un premier temps, je vais revenir sur ces mouvements migratoires palestiniens depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, et que la guerre en Syrie actuelle, par exemple, mais aussi ce qui se passe à Gaza, réactualise. Dans un deuxième temps, je m'arrêterai sur qu'est-ce qui finalement caractérise un réfugié palestinien et en quoi on peut considérer que les réfugiés palestiniens sont des réfugiés un petit peu à part au regard de leur traitement justement par la communauté internationale et au regard des différents statuts juridiques dont ils bénéficient. Bénéficie n'est pas vraiment le mot, mais la manière dont ils sont gérés par leurs différents États hôtes, avec beaucoup de guillemets, parce qu'on ne peut pas dire que les États arabes de la région ont été très hospitaliers à leur égard. Et enfin, dans un troisième temps, on posera la question de quel avenir pour ces réfugiés, ou plus exactement, quel sens est donné aujourd'hui à ce fameux droit au retour, plus de 70 ans après 1948, pour des populations palestiniennes descendantes de ces réfugiés, qui ont évidemment avec le territoire d'origine de leurs parents un lien certes affectif, mais qui n'est plus un lien physique direct. Voilà. Je vais essayer de passer un peu plus rapidement sur les questions, la première partie un peu historique,
On pourra y revenir après dans la discussion si vous voulez, etc. Pour m'arrêter sur ce qui s'est passé après, depuis les années 90, et en particulier depuis les accords de paix qui ont été signés en 1993 entre l'OLP et l'État d'Israël. Parce que c'est un moment important pour cette question des réfugiés, parce que c'est le moment où les réfugiés de la région du Proche-Orient ont eu un sentiment vraiment d'abandon, à la fois, encore une fois, de la part de la communauté internationale, mais aussi de l'OLP, parce que cette question des réfugiés a été mise en suspens dans le cadre des négociations de paix, n'a pas fait partie des questions directement débattues dans les années 90, comme Jérusalem, comme la question des colonies, c'est pas la seule, mais voilà, elle a été un peu mise entre parenthèses par les négociateurs, parce qu'elle était considérée comme particulièrement sensible, il y a des raisons bien sûr, mais que cette décision de mettre l'accent davantage sur la construction d'un État, la territorialisation de l'OLP en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, eh bien, a été un petit peu considérée comme un abandon du droit au retour, ou en tout cas un sentiment de marginalisation de ces réfugiés du Proche-Orient. Voilà. Et leur situation, au-delà de ça, est une situation de grande vulnérabilité, à la fois sociale, juridique et politique, et accentuée depuis les années 90. Alors, je vais essayer de penser à faire marcher mon PowerPoint en même temps. Alors, bon, dans un premier temps, revenons un petit peu sur les dynamiques migratoires, les mutations démographiques palestiniennes depuis 1948. Et les effets donc, directs de la Nakba, donc de l'exil contraint des Palestiniens de leur village et ville d'origine entre 1947 et 1949, en gros. Alors, il y a des débats évidemment autour des chiffres, mais en gros, entre 700 000 et 800 000 Palestiniens ont été contraints de fuir au moment de la déclaration d'indépendance israélienne, et la plupart ont fui dans la région environnante. Donc 280 000 ont fui dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, qui très vite, à partir de 1950, a été placée sous le contrôle de l'État jordanien, qu'on appelait la Transjordanie à l'époque. 200 000, plutôt les populations palestiniennes qui habitaient le sud, entre guillemets, et l'ouest d'Israël, ont fui dans la bande de Gaza, qui a été administrée par l'Égypte. Et puis, donc ça correspond à ce qui était la Palestine mandataire, qui détenait donc la puissance britannique dans les années 20 et 30, antérieurement à la création de l'État d'Israël. Et le reste donc des populations palestiniennes qui ont fui en 1948 sont allées dans les États donc, arabes environnants, au Liban principalement, Jordanie, Syrie et plus marginalement l'Irak ou un petit peu l'Égypte aussi. Tout le monde évidemment n'est pas parti. Il y avait donc les chiffres, 158 000 Palestiniens qui sont restés donc, dans ce qui est devenu Israël. Alors, il y a des débats sur comment appeler cette communauté palestinienne. On pourra y revenir. Moi, je l'appelle plutôt les Palestiniens d'Israël. Mais sachez, c'est important, qu'ils constituent aujourd'hui 20% à peu près sur le plan démographique de la population israélienne et qui sont dotés de la citoyenneté israélienne. De nouveaux mouvements de population liés à un changement territorial et politique d'envergure dans la région ont eu lieu en 1967 à la suite de ce qu'on appelle la deuxième guerre israélo-arabe qui a conduit l'État d'Israël à occuper plusieurs portions des territoires arabes de la région. Vous savez un petit peu la carte, là c'est les zones assurées. Donc il y a la Cisjordanie et la bande de Gaza qui nous concernent, tout nous concerne, voilà, le Golan syrien et le Sinaï qui n'est pas d'ailleurs sur la carte, en Égypte. Donc l'État d'Israël, à l'issue de cette guerre, a quadruplé sa superficie territoriale. Et au-delà de ce changement territorial majeur, a aussi
occupaient la partie est de Jérusalem. D'un point de vue démographique, ce qui est important, c'est que ces combats sont de nouveau l'occasion de départ plus ou moins forcé de populations palestiniennes vers les pays arabes environnants. À peu près 400 000 qui fuient vers la Jordanie, notamment, y compris donc des Palestiniens de la bande de Gaza. Et ce qui est important à retenir à partir de ce moment-là, c'est que les Palestiniens qui habitent en dehors de ce qui était la Palestine historique, du mandat britannique, dans les années 20-30, sont désormais plus nombreux. Donc les Palestiniens réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie, un petit peu en Égypte, en Irak, au Koweït, donc sont désormais ce qu'on appelle les Palestiniens de l'extérieur, sont plus nombreux que les Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire les Palestiniens qui résident dans la Palestine historique. Voilà. Alors il y a, dans les années 50, 60, 70, d'autres migrations qui sont pour le coup moins contraintes par des enjeux de géopolitique, mais qui sont davantage des migrations d'ordre économique, mais qui renvoient quand même à la situation des réfugiés palestiniens, de difficultés à s'intégrer dans les États arabes, qui sont assez importantes, donc des migrations de travail vers la Jordanie, mais surtout vers les États du Golfe dans les années 70, avec ce qui explique que dans les années 60-70, beaucoup de Palestiniens jeunes, à la fois partent travailler mais aussi étudier, et que c'est au Koweït notamment que plusieurs partis politiques, dont le Fatah, dans les années, fin des années 50, début des années 60, eh bien, émergent, et que le début donc, d'un nationalisme palestinien émerge en diaspora parmi ces jeunes Palestiniens qui sont partis chercher des conditions de vie économiques meilleures, mais aussi des possibilités d'étudier en dehors des pays où leurs parents ont trouvé refuge. Voilà. Donc la majeure partie des réfugiés palestiniens résident au Moyen-Orient, et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'elle est extrêmement tributaire, cette population, à la fois de la conjoncture économique, des États d'accueil, mais surtout de l'état des relations entre les pays dans lesquels ils résident et la centrale palestinienne, l'OLP. Et dans les années 90, on voit cette situation de dépendance et d'extrême vulnérabilité par rapport à la conjoncture politique et économique des Palestiniens, avec acuité, puisqu'il y a plusieurs événements qui vont les conduire à être de nouveau obligés de fuir leur pays de résidence. Premier épisode en la matière, 1990-91, invasion par l'Irak du Koweït. L'OLP de l'époque, Yasser Arafat, soutient le régime de Saddam Hussein, irakien, et du coup les Palestiniens du Koweït, qui étaient quand même assez nombreux, puisque je vous ai dit qu'une grande migration du travail vers les États du Golfe, eh bien, sont plus ou moins accusés de soutenir l'invasion territoriale irakienne et eh bien, fuient par peur des représailles des Koweïtiens. Ils sont 200 000 du coup, en très très peu de temps, à être contraints de fuir le Koweït, où ils avaient des situations pour le coup très très bonnes d'un point de vue social, économique. Ils se retrouvent dépourvus de rien, à revenir en Jordanie, parce que beaucoup étaient partis de la Jordanie, voilà, avec un déclassement social extrêmement rapide, et qu'ils ont vécu extrêmement mal. Il y a des travaux qui ont été faits sur cette impression de déclassement social extrêmement fort de ces Palestiniens du Koweït. C'est près de 90% de la population des Palestiniens du Koweït qui ont fui en 90-91. Depuis, il y en a d'autres qui sont revenus dans les années 2000-2010, toujours pour des raisons économiques. Mais voilà,
l'exemple d'un conflit où eh bien, ils sont considérés comme ennemis intérieurs, du coup, par le régime de l'État dans lequel ils résidaient et qui les contraint à fuir. Deuxième exemple, 1995, les Palestiniens de Libye, là aussi, contraints de fuir parce que Muammar Kadhafi en veut à l'OLP qui vient de signer des accords de paix avec Israël. Alors, il en veut non pas tant par principe, mais il en veut parce qu'il considère que la paix qu'a signée Yasser Arafat est mauvaise, donc plus sur le contenu de la paix, et notamment que l'OLP n'a pas, entre guillemets, fait assez d'efforts pour résoudre la question des réfugiés que lui considère comme prioritaire par rapport au projet d'État palestinien. Et du coup, là aussi, par mesure c'est une mesure de rétorsion collective, eh bien, il met dehors les Palestiniens qui étaient en Libye, là aussi, principalement pour des raisons économiques. Et là aussi, on voit l'extrême fragilité et vulnérabilité de cette communauté palestinienne parce que eh bien, donc ces Palestiniens étaient principalement originaires du Liban et de la bande de Gaza. Et dans les deux cas, l'État libanais comme l'État israélien, qui est maître du contrôle de l'entrée dans la bande de Gaza, n'ont pas voulu accueillir ces Palestiniens de Libye expulsés. Et donc ils se sont retrouvés plusieurs années bloqués à la frontière désertique entre la Libye et l'Égypte, dans des camps absolument sidérants, avec le HCR et la communauté internationale qui essayaient de faire pression sur le Liban, sur Israël, pour qu'ils permettent à ces Palestiniens, qui avaient donc un document de voyage libanais, etc., de rentrer chez eux. Autre exemple encore, 2003, là de nouveau Irak, invasion américaine de l'Irak, etc., destitution du régime de Saddam Hussein, l'OLP, donc déjà en 1990 était accusé d'être pro-régime de Saddam, et bien là les Palestiniens font de nouveau les frais de cette proximité supposée avec le régime de Saddam Hussein, et ils étaient 30 000 à peu près Palestiniens au début des années 2000 à résider en Irak. Et bien ces Palestiniens font l'objet là pour le coup vraiment de politiques d'intimidation fortes et sont contraints pour plus des 2 tiers d'entre eux à quitter le pays. Et là aussi, les 2 États arabes les plus proches, la Syrie et la Jordanie, ferment leurs portes aux réfugiés palestiniens, alors même qu'à la même époque, les Irakiens kurdes ou autres, d'ailleurs, qui fuyaient le pays, étaient accueillis sans problème, j'ai envie de dire. C'est-à-dire les frontières n'étaient pas fermées aux autres populations irakiennes qui fuyaient les conflits. Là aussi, rebelote, grande fortune, pendant 2-3 ans, en négociation avec la communauté internationale, pour que et la Syrie et la Jordanie accueillent ces réfugiés. Et enfin, dernier épisode en date, tout aussi tragique, sinon plus, la guerre en Syrie, où à peu près 500 000 Palestiniens étaient enregistrés, vivant en Syrie. Ils ont particulièrement fait les frais des combats dus à la guerre, parce que les Palestiniens de Syrie vivaient principalement dans des camps situés dans les grandes villes, et que c'est dans les villes que les combats ont eu lieu, notamment à Damas. C'est un des plus grands camps palestiniens de Syrie, le camp de Yarmouk, a été un des grands lieux de la guérilla urbaine entre factions. Et donc beaucoup de ces Palestiniens de ce camp, mais des grandes villes de Syrie, ont été contraints là aussi à se déplacer. Alors, ils sont pour la moitié, on n'est pas certain des chiffres, mais on pense que la moitié d'entre eux, sur les 500 000, n'ont pas quitté en fait le territoire syrien. Ce sont des déplacements internes, mais voilà, quand même, c'est lourd de conséquences. Et les autres sont allés un peu vers le Liban, un peu vers la Jordanie, un peu vers l'Égypte ou en Europe. Et tous les Palestiniens de Syrie aujourd'hui sont extrêmement dépendants de l'aide humanitaire de l'UNRWA, qui est l'agence qui s'occupe d'eux, dont je vais parler très bientôt. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on voit bien que depuis les années 80, enfin voilà, la situation déjà de 1948 était tragique. 750 000 Palestiniens qui fuient en masse leur ville et village d'origine, mais voilà que c'est aussi un peuple qui, de par la conjoncture politique de la région du Moyen-Orient, est amené à répétition à connaître
des migrations contraintes. Deuxième partie, qui sont ces réfugiés palestiniens, enfin, qu'est-ce qui les caractérise, et en quoi on peut les considérer comme des réfugiés à part, différents, on va dire, des réfugiés non palestiniens, classiques, entre guillemets. Donc une des premières caractéristiques, je l'ai dit en introduction, hein, c'est la longévité de leur exil, hein, effectivement, plus de 70 ans, avec cette difficulté, et pour les populations concernées, mais aussi évidemment pour les États qui les accueillent et pour les organisations d'assistance humanitaire qui les accompagnent, la difficulté de gérer une situation qui est censée être provisoire et qui dure. Hein, et donc cette espèce d'incertitude sur le devenir de leur situation et de la situation politique dans la région. Autre caractéristique, c'est que c'est une population pour laquelle, très vite, hein, décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le droit au retour dans les foyers d'origine. Alors il s'agit en 1948 d'un droit individuel, pour le coup, là, comme pour tout réfugié. Hein, il s'agit d'un droit individuel à s'exiler. Hein. Mais ce droit au retour donc, a été adopté par l'Assemblée générale, voilà, je vous ai mis ici la résolution 194, donc, qui est connue vraiment par tous les Palestiniens du monde entier. Il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer, et pour tout bien perdu ou endommagé. Donc en 1948, vraiment, la solution qui a été mise en avant et privilégiée, hein, on va dire, par la communauté internationale, du moins pendant les 2-3 ans, donc entre 1948, 1950 et 1951, c'est la solution du retour, hein, du rapatriement de ces populations dans leur foyer d'origine. Hein. Même si la résolution, donc dès 1948, prévoit une autre solution, hein, sur le libre consentement, la libre volonté des populations, qui est de rester là où ils sont, hein, donc dans les États d'accueil arabes, et de demander des compensations financières pour les biens perdus. Hein. Mais à partir de 1950-51, parce que l'État d'Israël, et ça a été dit en introduction, hein, adopte à la fois de son côté en 1950 une loi du retour pour les populations juives de par le monde, hein, qui permet à chaque juif dans le monde entier de bénéficier à distance de la nationalité israélienne, et que donc les Israéliens vont faire une opposition de principe extrêmement rigide et qu'ils tiennent jusqu'à présent sur ce droit au retour des Palestiniens, et bien à partir des années 50-51, la communauté internationale, hein, va évidemment, hein, laisser ouvert ce droit au retour, mais va envisager d'autres solutions pour les populations réfugiées palestiniennes, et notamment la solution de la réinstallation, hein, de ces réfugiés dans les pays arabes d'accueil. Hein. Et c'est l'une des raisons, je passe vite, on pourrait revenir si vous voulez, hein, pour laquelle, ou en tout cas l'un des mandats, hein, qui était assigné au départ à l'UNRWA, donc l'Agence des Nations Unies, créée un an après, hein, cette résolution 149, décembre 1941, mais qui a vraiment été effective dans les années 50-51. Donc cette agence qui est financée, hein, sur contribution volontaire d'États membres, et à l'époque très 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 largement par les États-Unis, qui craignent en fait la contamination communiste, hein, dans les camps de réfugiés. On est en pleine période de guerre froide et le Moyen-Orient est absolument stratégique pour les États-Unis, la Méditerranée dans la région. Hein, donc cette agence des Nations Unies, dans les années 50, à sa création, est un instrument de politique étrangère américain. C'est important quand on sait, au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Donc pour à la fois lutter contre l'expansion du communisme au Moyen-Orient, pour assurer la stabilité politique, hein, donc comme une aide économique et politique aux États arabes
de son camp dans la région pour assurer la stabilité politique des États arabes qui sont très jeunes. La Jordanie est née en 1950-51, le Liban 46, la Syrie 46. Voilà. Tout ça pour revenir sur le mandat, c'est une agence des Nations Unies spécifiquement dédiée aux Palestiniens qui n'a pour mandat qu'un mandat humanitaire, donc une agence de secours, United Nations Relief, ça c'est le secours humanitaire, and works, c'est très important ce mot-là, et de travail, de mise au travail, j'ai envie de dire, des réfugiés palestiniens au service du développement économique local et régional des États arabes de la région. Et c'est ça l'intention politique, j'ai envie de dire, des États-Unis et des États qui portent cette agence, c'est de faire en sorte que ces réfugiés palestiniens, que l'on décrit comme une charge pour les États de la région, soient mis au service du développement économique et travaillent notamment sur des chantiers de construction ferroviaire, sur des projets agricoles, beaucoup, pour permettre le développement de l'économie régionale, mais aussi locale, et ce faisant, reste sincère dans les économies et les États des États arabes hôtes, et abandonne le droit au retour. Donc c'était ça le projet de l'UNRWA de départ, et c'est donc une agence humanitaire des Nations Unies qui est très différente de l'agence qui naît au même moment, les années 50-51, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui est née de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 et qui gère l'ensemble des autres réfugiés de par le monde. Très différente parce que cette Agence des Nations Unies, spécialisée sur les réfugiés non palestiniens, elle offre une protection juridique internationale aux populations. Ce que ne fait pas l'UNRWA. Alors, ceci dit, il ne faut pas jeter la pierre à l'UNRWA. À l'époque, c'était et les États arabes et les populations palestiniennes qui ne souhaitaient pas cette protection juridique-là, parce que pour eux, c'était un risque d'atteinte au droit au retour, justement, dans leur foyer d'origine. Donc, c'est une agence purement humanitaire, mais avec j'ai envie de dire, un objectif, une intention politique, par ceux qui les finançaient à l'époque. Intention politique qui n'a pas fonctionné, puisque très peu de réfugiés se sont lancés dans ces programmes de reconstruction et se sont opposés à cette option qu'on appelle en arabe taoutin, de l'installation, la réinstallation au Liban, en Jordanie, etc. Et du coup, face à cette espèce de contestation des réfugiés palestiniens, à une époque où dans les années 60, je passe très vite, mais il y a l'émergence aussi du nationalisme palestinien dans les camps, et donc une opposition à ces projets-là, l'UNRWA va changer de politique. Et alors que cette agence, pendant la première décennie, était perçue vraiment avec hostilité, ou en tout cas comme une agence avec un mandat très ambigu par les Palestiniens, les Palestiniens vont faire de cette agence, à partir des années 60-70, une agence qui va porter leur identité, leurs droits nationaux, pas que leur droit au retour, et leur droit d'exister, et va être un instrument qui va permettre de les faire entendre quelque part sur la scène internationale, ou leur donner cette opportunité. L'UNRWA se mobilisant fortement à partir des années 60 dans l'éducation des Palestiniens. Aujourd'hui, 60% du budget de l'agence est dédié à l'éducation. C'est un très très gros employeur, c'est le deuxième plus gros employeur régional après les administrations publiques des États, et le premier pour les Palestiniens, et notamment beaucoup d'instituteurs. Et donc l'éducation qui, au contraire des programmes de reconstruction des années 50, n'était pas vue par les réfugiés palestiniens comme attentatoire au droit au retour, mais au contraire comme un outil d'émancipation individuelle. Un diplôme, on peut le transporter partout, où que l'on aille, et il sera toujours utile. Et on peut revenir avec dans son pays d'origine. Voilà. Un petit peu, donc, pour faire un point sur l'UNRWA, et pour revenir aux années 90,
et à la période très actuelle, eh bien cette agence des Nations Unies, donc, qui a vraiment servi d'instrument à la préservation, en tout cas à la mise en avant de l'identité palestinienne, et aussi pas simplement une question d'identité de nationalisme, mais à la préservation du statut de réfugié, parce que c'est cette agence qui enregistre les Palestiniens comme réfugiés, qui leur attribue une carte d'identité qui leur, du coup, garantit de pouvoir rentrer en Palestine ou demander des compensations financières, etc. Donc cette agence qui représente tout ça pour les Palestiniens, eh bien, elle est en très grande difficulté aujourd'hui, parce que les États-Unis, donc, vous l'avez peut-être entendu dans la presse, depuis mai, juin, on en parle, on en a reparlé en septembre, eh bien, diminuent considérablement leur contribution financière à cette agence. Alors, c'est pas nouveau, la diminution de la contribution financière américaine, elle date déjà des années 70-80. C'est une agence au départ qui devait être provisoire et qui dure elle aussi. Ces contributions ont été un petit peu compensées par la montée en puissance des contributions financières européennes après les années milieu des années 70, mais aussi de l'Arabie Saoudite. On dit souvent que les États arabes ne contribuent pas, mais c'est faux, vraiment. Mais la problématique, quand même, pour cette agence, dont j'ai envie de dire le volume financier des contributions ne diminue pas, mais c'est les besoins de cette agence qui augmentent, qui explosent, parce que voilà, tout simplement, c'était 750 000 réfugiés en 1948, et aujourd'hui, je vous avais mis les chiffres, je suis passée dessus, mais on est à 5 millions, plus de 5 millions. Donc, parce que ça concerne les descendants, non seulement la population augmente, et en plus, dans le contexte des années 2010, eh bien, il y a la situation humanitaire à Gaza qui est dramatique, avec la guerre de 2009, 2012, 2014, voilà, de manière récurrente. Il y aura une table ronde sur Gaza tout à l'heure, donc c'est pas tellement... Voilà, on en parlera. Et la situation en Syrie aussi, où je vous ai dit que plus de 90% de la population des Syriens restants, des Palestiniens restants en Syrie avait besoin absolument de cette aide de l'UNRWA. Voilà, donc c'est une situation vraiment de très très grande fragilité. Et pour finir sur la partie un petit peu, oui, je vois que c'est bientôt l'heure, sur cette fragilité-là, la fragilité des Palestiniens, elle est aussi due à leur statut juridique, parce que, donc, comme je vous l'ai dit, l'UNRWA est une agence purement humanitaire. Elle ne prend pas en compte, elle ne s'occupe pas de la protection juridique des Palestiniens, et donc ce sont les États hôtes qui définissent leurs droits civils et politiques. Et en l'occurrence, sauf la Jordanie, la politique adoptée par les États arabes de la région a été l'apatridie, donc l'absence de citoyenneté, ce qui conduit à beaucoup de difficultés de déplacement dans la région et au-delà, mais surtout à une situation très souvent de déni de droit ou d'absence de droit, avec une situation particulièrement difficile au Liban, où beaucoup de professions leur sont fermées. Mais il ne s'agit pas simplement d'une question de droit, c'est vrai, avec la situation au Liban qui est plus dramatique que celle de la Jordanie, mais partout, ce qui prévaut, c'est un très très fort sentiment de discrimination de la part de ces Palestiniens, de rejet, alors qui s'accentue en plus dans le contexte actuel avec l'arrivée d'autres populations réfugiées, qui fait que, notamment au Liban, depuis les années 90, eh bien, beaucoup de ces populations considèrent que leur futur n'est pas dans la région du Moyen-Orient, et fuient pour aller chercher une sécurité juridique pour leurs enfants et pour eux-mêmes, vers l'Europe, en partie, vers les États-Unis, vers l'Amérique latine, où il y a une communauté palestinienne et syro-libanaise installée déjà bien avant 1948, pour le coup, mais qui sert un petit peu de soutien à ces réseaux migratoires, et ce qui explique aujourd'hui qu'un récent sondage fait sur le nombre de réfugiés présents au Liban a donné un chiffre, je ne l'ai pas mis là, de présents, donc ça 463 000, c'est le chiffre des inscrits de l'UNRWA, mais je vous retrouverai ça dans mes notes, on est à 174 000
visiblement, d'après une enquête donc, qui a été faite là, en septembre 2018, hein, donc un chiffre de présents beaucoup plus faible que envisagé, parce que beaucoup de ces Palestiniens du Liban sont partis dans la décennie 90-2000 en vertu de la situation. 200 000, voilà. Je laisse ouvert la question de l'avenir et de l'interprétation advenue au droit au retour à la discussion. Merci Aude. On comprend donc l'ampleur de la catastrophe faisant des Palestiniens des réfugiés à part, dû à leur longévité en fait de l'exil et un droit de retour adopté par l'ONU mais qui n'a jamais pris effet. On comprend aussi que les puissances et les institutions internationales avaient plus l'intention de réinstaller les réfugiés ailleurs que de leur permettre le retour. Tawfiq, tu enchaînes? Oui. Déjà, merci à l'Institut du monde arabe et à l'IREMO pour cette invitation. Donc, dans cette région que je connais très bien, parce que même si je n'y vis pas, mais j'enseigne à la faculté des sciences à l'université de Lille 1, donc je suis là toutes les semaines. Je passe une nuit à Lille, donc je connais cette région, mais je la connais également parce que j'ai déjà été invité par notre groupe local de l'AFPS, soit de Lille, soit de Roubaix. D'ailleurs, le vendredi prochain, je vais retourner ici pour parler des réfugiés. Pour vous dire que j'aime beaucoup cette région. Il y a, tout à l'heure dans l'exposé de Aude, elle a parlé des accords d'Oslo, en disant que la question des réfugiés elle a été marginalisée dans les discussions. Elle a dit qu'il y avait les deux autres sujets qui sont Jérusalem et la question des frontières, en fait, les colonies ou les frontières, choses comme ça. Trois sujets les plus épineux, donc qui ont été laissés de côté parce que pour Arafat, il fallait absolument pour l'OLP, il fallait absolument signer un accord qui puisse permettre à la direction palestinienne de retourner sur place, surtout après avoir été chassé du Liban, avec les difficultés en Tunisie, etc., etc. Il n'y a plus de base arrière militaire. Et donc il fallait signer un accord et puis donc repousser les discussions sur ces trois sujets épineux au statut final. Aux discussions sur le statut final, bon, on est en 93-94, donc bon, 5 ans de plus, bon, ça fait 98-99, c'est bon, on va discuter de ces trois sujets, et on va résoudre la question des réfugiés, la question de Jérusalem, la question des frontières, on aura l'État palestinien. Donc c'est ça le calcul de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui, quelques années auparavant, en 1988, donc à Alger, au sommet d'Alger, donc Aude, elle l'a cité également, il y avait la proclamation de l'État de Palestine par Yasser Arafat, donc avec un texte magnifique qui a été écrit à l'époque par Mahmoud Darwish, le poète Mahmoud Darwish, la déclaration d'indépendance. Et puis, je fais le contraire des historiens, j'ai commencé par 93-94, j'ai cité 99-2000, je suis revenu à 88, je vais revenir à 81 pour justifier 88. En fait, 81, c'est la première fois que l'Union européenne, ou l'Europe à l'époque, elle parle d'une seule voix sur la question israélo-palestinienne. En 1981, il y a ce qu'on appelle le sommet de Venise. L'Europe, elle a dit qu'elle est pour la solution à deux États sur les frontières de 1967, avec pour les Jérusalem une capitale partagée, l'Est pour les Palestiniens, l'Ouest pour... donc ils ont convaincu Arafat en lui disant si vous arrivez à convaincre les Palestiniens de faire cette concession douloureuse, très douloureuse, pour la solution à deux États sur les frontières de 67, bon, on va vous aider et puis on y arrivera. Douloureuse, pourquoi? Parce qu'en fait, la Cisjordanie avec Jérusalem-Est et Gaza ne représente que 22% de la Palestine historique. Donc on est déjà très très loin du plan de partage de 1987 qui octroyait aux Palestiniens 47 et que les Palestiniens à l'époque et les États arabes avaient refusé à juste titre.
Donc Arafat qui accepte et le processus est lancé, sauf que bon, l'Europe, la communauté internationale et tout le monde a oublié cette promesse. Comme ils avaient oublié leur promesse concernant les réfugiés en 1994. Plutôt par la résolution 194. La résolution 194, elle était une condition pour l'acceptation d'Israël au sein de la communauté internationale qui a eu lieu en 1949. Lorsque Israël elle a été admise comme membre de l'ONU, elle s'était engagée à appliquer la résolution 194, c'est-à-dire le droit au retour des réfugiés ou la compensation pour ceux qui ne le souhaitent pas, et puis les négociations sur le partage sur un État palestinien à côté de l'État israélien, sur la base du plan de partage de 1947. Donc aucune des deux promesses n'a été tenue jusqu'à maintenant, et la question, bien sûr, des réfugiés, elle demeure intacte. La question des réfugiés, j'avais envie de dire, il faut qu'on change ce titre, l'impossible retour. Je ne sais pas s'ils vont retourner ou pas un jour, mais j'ai envie de dire l'impossible paix sans le droit au retour. Et c'est essentiellement dû à beaucoup d'exemples qui ont été cités par Aude avant moi. Tout ce que les réfugiés palestiniens ont subi depuis 1948 ou 1947 jusqu'à ces jours, dans les différents pays d'accueil, les débuts, c'est-à-dire ceux du début, la Syrie, le Liban, etc. On peut citer également Septembre Noir, donc, qui était vraiment une boucherie contre les Palestiniens en Jordanie, donc en 1970. La guerre des camps, au Liban, les Palestiniens, ils ont été massacrés par tout le monde, mais tout le monde, toutes les factions politiques pratiquement libanaises, mais également par différents gouvernements et libanais et syriens. Quand il y avait la Syrie qui était présente au Liban, les premiers massacres contre les camps palestiniens, c'était le père de Bachar al-Assad, c'était Hafez al-Assad, notamment à Tel el-Zatar, etc., etc. Donc, les Palestiniens, ils ont effectivement une situation qui est à part. Ils font peur à certains régimes, ils servent de monnaie d'échange à d'autres, etc., etc. Donc c'est une situation qui ne peut pas ressembler à celle d'autres réfugiés. Un autre réfugié ou un autre même exilé politique, si on prend vraiment des petits groupes et tout, etc., il change de vie, avec bien sûr l'idée de peut-être retourner un jour chez lui, mais peut-être pas. Où il construit une nouvelle vie et tout, etc. Ce qui n'est pas permis aux Palestiniens, ce qui n'a jamais été permis aux Palestiniens. Aux Palestiniens, il y avait, avec des différences, ils ont été cités tout à l'heure, par exemple, les Palestiniens au Liban, ils n'ont pratiquement aucun droit. Non dans la fonction publique, pas de droit de vote, pas de droit de... etc. etc. La Jordanie, un peu mieux. La Syrie, ils avaient un statut qui était plus confortable. C'était considéré comme... Ils n'avaient pas le droit à la citoyenneté. Mais c'était des résidents qui avaient le droit de travailler et tout ça. Et d'ailleurs, le camp de Yarmouk, qui a été cité tout à l'heure par Aude, qui est dans la banlieue de Damas, c'était un endroit qui ne ressemblait pas à un camp de réfugiés. C'était plutôt il y avait des quartiers qui étaient très chics et tout, etc. Il y avait un hôpital qui était très, très renommé. D'ailleurs, même des dignitaires syriens, des gens du gouvernement et tout, etc., qui allaient se faire soigner dans l'hôpital palestinien du camp de réfugiés de Yarmouk. Donc, c'est ça. Mais maintenant, il n'y a rien qui existe. La population palestinienne, elle a quitté ces camps, donc elle est quelque part dans le Rif syrien, ou bien une bonne partie qui a pu trouver refuge au Liban ou en Syrie, etc. Donc c'est une situation qui ne peut pas être, qu'on ne peut pas vraiment admettre, que les Palestiniens ne vont jamais admettre, et ils vont toujours réclamer une sorte de réparation. Une sorte de réparation que les États-Unis ou bien que Israël actuellement n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il quand même que depuis 70 ans, on n'a pas pu encore
étouffé ces revendications. Ben Gurion, au lendemain de la création de l'État d'Israël, quand ils lui ont parlé de ces gens qu'il a chassés de chez lui, ils ne sont pas partis tout seuls, il a dit les vieux mourront, les jeunes oublieront. Et puis bon, tout le monde misait sur le fait que ça y est, de toute façon, ça y est, ça va être... ils vont se dissoudre dans des populations, différentes populations de la région, et puis après on n'en parle plus. Sauf que non, la question elle est restée intacte. La question des réfugiés, elle est toujours d'actualité, même si elle connaît des hauts et des bas, des fois on les oublie, des fois on revient on parle d'eux, etc., etc. Donc, mais la question, elle est toujours d'actualité. Surtout que, comme je le disais tout à l'heure, ils ont été chassés. Ils ne sont pas partis. Même si, si on va sur le site des officines pro-israéliennes, que ce soit le CRIF ou que ce soit le autre, GSS News, etc., et même d'ailleurs la version officielle israélienne, ou bien dans les manuels scolaires israéliens, ils disent, les Palestiniens, quand il y avait la proclamation de l'État d'Israël, ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'il y avait des appels des armées arabes qui leur ont dit, il faut quitter, il faut sortir, et tout, etc. Les armées arabes vont venir, ils vont libérer la Palestine, puis après vous allez pouvoir rentrer. C'est la thèse. C'est la thèse qui est répandue, sauf que si on croit les nouveaux historiens israéliens, ou bien les historiens palestiniens qui ont dit ça depuis 1948, mais personne ne les écoutait, il n'y a jamais eu d'appel des armées arabes, ou bien des gouvernements arabes, vis-à-vis plutôt aux Palestiniens pour leur demander de partir. Aucun chercheur maintenant, ou aucun gouvernement, ou aucun service israélien n'a pu produire la moindre preuve comme quoi de tels appels ou de tels écrits existent. Au contraire, tous les chercheurs qui ont essayé de trouver la moindre trace d'un tel appel et tout, etc., ils ont trouvé qu'il n'y avait rien de tel qui a existé. Par contre, tous ces chercheurs, ils ont trouvé qu'il y a eu des massacres. Il y a eu, c'est-à-dire ils ne tuaient pas tout le monde. Ils tuaient quelques-uns, mais ils laissaient une seule porte ouverte. Par exemple, pour ceux qui habitaient le nord d'Israël, la seule porte qui restait ouverte, c'était vers le Liban, ou bien de l'autre côté de Tibéria et tout, etc. La seule porte restée ouverte, c'est vers la Syrie, et puis en bas, donc dans la vallée du Jourdain, c'est vers la Jordanie, etc., etc. Donc ils faisaient peur, ils massacraient un peu, et puis après ils poussaient les gens à partir, et qui partaient, bien sûr, en espérant pouvoir retourner chez eux le plus tôt possible. Sauf que, pourquoi la situation elle est encore plus dramatique que ce qu'on imagine? Vous savez que n'importe quelle personne ici dans cette salle, elle peut aller, sauf si elle est refoulée à son arrivée à Ben Gurion, mais elle peut aller en Palestine, en Israël, etc. Les Palestiniens, les réfugiés palestiniens de Cisjordanie et de Jordanie, de Syrie, du Liban, non seulement ils ne peuvent pas retourner chez eux en Israël, de là où ils ont été expulsés, mais ils ne peuvent même pas aller, par exemple, rendre visite à des proches ou à la famille qui est en Cisjordanie ou à Gaza. Parce que, de toute façon, toutes les frontières sont contrôlées par les Israéliens et il n'y a aucune possibilité pour sauf ceux qui, bien sûr, ils ont pu obtenir un passeport européen ou bien un vrai passeport d'un des pays, et tout, etc., qui a des relations avec Israël et qui peut donc retourner là-bas, mais pas en tant que réfugié expulsé, etc. Donc cette tragédie des réfugiés, elle a été liée donc à des massacres et puis à un vol de terre, parce que jusqu'en 1946, Israël, donc il va 2-3 années plus tard devenir vraiment un État membre de l'ONU. Israël plutôt les Juifs d'Israël ne contrôlaient que 7% du territoire de la Palestine historique. 7 qui appartenaient. Pourtant, il y avait des efforts énormes de la part de l'agence juive et tout, etc., pour l'achat des terrains, etc., etc. Donc, ils ont réduit. En 1919, ils détenaient 2% des terres. En 1946, après tous ces efforts et tout, etc., avec la volonté de la création de l'État d'Israël, donc,
on arrive à 7% de ce territoire. Donc après, il fallait effectivement se débarrasser des Palestiniens, prendre leurs terres, créer l'État d'Israël, et puis après, continuer justement à développer cet État d'Israël qu'on pensait, on pensait à un moment, en tout cas l'Europe pensait en 1981, que Israël allait se satisfaire de 78% de la Palestine historique. Or, c'est faux. Et l'épuration ethnique continue jusqu'à maintenant. En passant par des dates clés. En 1956, il y avait le massacre de Kfar Qasim, où des Palestiniens ont été tués comme ça par la police des frontières israéliennes. Donc là aussi, pour donner l'exemple à d'autres Palestiniens, pour qu'ils quittent, pour qu'ils évacuent, pour laisser la place à une population juive qui arrive de par le monde. En 1967, il y a eu également une autre vague de transfert de la population palestinienne. Par exemple, la vallée du Jourdain. Donc la vallée du Jourdain, c'est la partie de la Cisjordanie qui a des frontières avec la Jordanie. En 1967, elle était peuplée d'à peu près 170 000 Palestiniens. La population palestinienne actuelle de la population de la vallée du Jourdain, elle est de 50 000. Alors qu'elle aurait pu être multipliée par 3 ou 4 depuis 67 jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, au lieu d'être 450 ou 500 000, elle est à peine de 50 à 55 000. Et puis, donc, parce qu'en 1967, il y avait une vague de nettoyage ethnique qui était extrêmement importante. Certaines opérations, on les connaît, d'autres, bon, on essaye un petit peu de les oublier, même si elles sont connues par les historiens. Il y a je vais juste me lever parce que je profite de la carte de Hoth pour vous montrer une partie. La partie que vous voyez ici, là, cependant. Celle-là, ça s'appelle la vallée du Latroun. Il y a certaines cartes qui illustrent la Cisjordanie, on ne la trouve pas. Les gens, ils se sont habitués à sa disparition. Parce que c'était le premier acte qui a été commis par l'homme de la paix, le grand homme de la paix, Isaac Rabin. En 1967, c'était le chef d'état-major. Dès qu'il y avait après la guerre, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours, il a commencé par raser 3 villages qui étaient là-bas, dont un qui est très célèbre, il s'appelle Emmaüs. Et donc, Nouba, je crois, le deuxième, et puis le troisième, j'ai oublié le nom. Donc, ils rasent 3 villages. Ils enlèvent les décombres dans la foulée, c'est-à-dire 2-3 semaines après, tout a été bouclé. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle un parc national qui est subventionné par des riches hommes d'affaires juifs de par le monde, mais également par des donateurs comme ça qui aiment cette fraternité et tout, etc., israélienne, dont par exemple le petit-fils de Martin Luther King. Et il a un arbre là-bas avec une plaque et tout, etc., en son nom. Un donateur de ceux qui ont. Et puis, quand on visite cet endroit, à part une abbaye où il y a un monastère où il y a on produit du vin par les gens qui sont dans le monastère sur place, il n'y a aucune trace des habitations palestiniennes. Et même d'ailleurs les rares cimetières qui existaient là-bas, donc ils sont un peu camouflés, ils sont cachés, on ne les voit pas. On ne voit pas de traces de quelque chose d'ancien, alors que c'était des endroits qui étaient construits bien avant, par exemple, le passage du Christ par cet endroit. Donc, vous voyez que c'est-à-dire si on pose la question comme on l'a posé ici, l'impossible retour, si on se fie qu'aux Américains, maintenant qui sont un soutien inconditionnel à Israël, et surtout à la politique israélienne, oui, c'est impossible, parce que de toute façon, nous sommes donc dans cette phase de continuation de nettoyage ethnique. Donc ça, il faut plutôt continuer à débarrasser toute la zone C de la Cisjordanie, qui représente les 2/3 zone C selon les accords d'Oslo. Vous voyez, la Cisjordanie, elle a été séparée et divisée en 3 parties, zone A, zone B, zone C.
La zone C représente pratiquement les 2/3 de la Cisjordanie, et donc qui est sous contrôle militaire israélien, que les Israéliens ils veulent annexer. On a entendu tout récemment d'une tentative de destruction d'un village palestinien qui s'appelle Al-Khan al-Ahmar, où des Bédouins qui habitent, où il y a une école, etc. Bon, c'est dans des conditions très misérables, mais bon, de toute façon, ils n'ont pas le choix de rester là-bas. Donc il y a des tentatives maintenant plutôt il y avait tout une tentative israélienne de les déloger, de démolir leurs maisons et puis de les reloger, soi-disant, comme dans des réserves, comme ça a été fait avec les Indiens d'Amérique à l'époque. Donc ça a créé vraiment un fort mouvement de résistance populaire non violente en Palestine, mais également un fort soutien au niveau international, qui, pour une fois, il a poussé un petit peu les chancelleries occidentales à hausser un petit peu le ton et à menacer, mais vraiment d'une façon très timide, Israël de représailles. Donc les Israéliens, ils ont renoncé pour le moment. Ils ont renoncé. Ils disent qu'ils retardent la destruction de ce village, mais ils n'ont pas renoncé complètement. Alors, est-ce qu'on peut dire que de toute façon cette question elle est vraiment complètement pliée, qu'elle ne trouvera jamais de solution? Non, je ne pense pas. Je pense que tout dépend de la volonté de la communauté internationale. Si elle est convaincue un jour qu'il faut trouver une solution à la question palestinienne, elle comprendra très vite qu'il faut trouver une solution à la question des réfugiés. La question des réfugiés, elle touche tous les pays qui sont avoisinants. Bon, il doit y avoir une solution. Je dis simplement, moi je ne suis pas palestinien pour faire des propositions de solutions, mais je dis simplement il y avait quelques solutions qui étaient à l'étude et qui paraissaient plutôt réalisables. Tout d'abord, c'est quoi comment s'est conçu le droit au retour des Palestiniens? Vous savez, il y a on peut prendre par exemple des Palestiniens qui sont au Liban ou en Syrie ou n'importe quel autre pays d'accueil. Tout dépend de la situation économique de la personne. Si par exemple un réfugié il est au Canada ou il est aux États-Unis ou bien même il est au Liban et tout, etc., mais avec des conditions très favorables, des conditions sociales acceptables, lui, sa demande, ça va être plutôt une compensation et surtout la reconnaissance du droit au retour. Pour quelqu'un qui est dans les camps de Sabra et Shatila, ou El Helou, ou Bouj-Barajne, au Liban, et tout, etc., la condition, elle est dramatique. Bien sûr, de toute façon, il va chercher à aller n'importe où, et ne pas rester là où il se trouve actuellement. Est-ce que les pays arabes, par exemple, ils ont toujours été hostiles à l'accueil de Palestiniens? Pas forcément. Il y avait même, par exemple, la Syrie qui était prête à absorber tous les réfugiés palestiniens qui étaient présents, mais à condition qu'il y ait une solution globale de tout le conflit israélo-arabe de la région. Donc cette possibilité, on est passé à côté s'il y avait une volonté de la part d'Israël en 2002. En 2002, il y avait l'initiative de paix arabe, donc qui aurait pu trouver une solution, ou bien les solutions à pratiquement tous les problèmes qui étaient posés. Et puis aurait abouti, s'il y avait acceptation de ce plan de paix arabe de 2002, à une normalisation totale et complète des relations entre tous les pays arabes, les pays musulmans d'une part et Israël d'autre part. Et tous les sujets pendant auraient pu trouver une solution dans cette solution globale. Sauf que jusqu'à maintenant, effectivement, Israël, elle refuse toute concession. Elle veut tout prendre, elle veut une normalisation, mais à ses conditions. Elle ne veut pas de relations d'égal à égal avec les autres pays arabes. Elle ne veut surtout pas de droit au retour des Palestiniens. Elle ne veut plus, ou elle ne veut pas en tout cas, d'État palestinien. Il peut y avoir... ils peuvent accepter une certaine autonomie très limitée dans certaines villes palestiniennes, les grandes villes palestiniennes,
mais aucune continuité territoriale n'est autorisée, ne serait autorisée dans ce que les Israéliens donc, ils veulent concéder aux Palestiniens, etc. etc. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui bloque? Il me reste combien? Une demi-heure? Pour toi? Donc, qu'est-ce qui bloque en fait? C'est effectivement cette non-volonté israélienne, ou bien cette hégémonie israélienne qui d'ailleurs, de toute façon, elle a encore montré, ce gouvernement qui a encore montré plus de muscles tout récemment, c'est-à-dire surtout depuis l'élection de Donald Trump. Et l'attaque qui est maintenant frontale contre le roi. Le roi, donc, tel que l'a rappelé tout à l'heure, qui était au début un instrument de contrôle d'une population palestinienne et tout, etc., mais qui après, il était devenu également le garant de la sauvegarde d'une identité palestinienne dans les différents coins du monde et tout, etc., est devenu vraiment l'agence à abattre. Et on a vu que dès son élection, Donald Trump, qui ne connaît pas bien la situation, mais il sait ce que son gendre lui dit, ce que lui dicte et tout, etc., et donc il prend des décisions dans la foulée. Je reviens sur les 3 points avec lesquels j'ai commencé. Jérusalem, donc on l'enlève de la table des négociations, et donc on reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël et puis la capitale éternelle du peuple juif depuis je ne sais pas combien de milliers d'années. Il y a la question de la colonisation, ça pose plus de problème pour Donald Trump et son administration. Et d'ailleurs, le département d'État américain, le ministère des Affaires étrangères, il a supprimé la référence au mot colonisation ou occupation dans ses publications. Et puis la question de l'UNRWA, donc il faut la tuer. Il faut la tuer financièrement. Il ne faut plus que cette question de réfugiés soit transmissible. Il faut un des conseillers de Donald Trump, il l'a dit clairement. Il a dit on ne va plus donner de l'argent à l'UNRWA parce que nous voulons que l'UNRWA disparaisse, mais nous sommes prêts à donner beaucoup plus que ce qu'on donnait à l'UNRWA en faveur de ces populations palestiniennes. Donc vous voyez, le but c'est de supprimer également la question des réfugiés de la table des négociations. Après, de toute façon, il ne resterait plus rien à négocier si on enlève ces 3 points. C'est les seuls d'ailleurs qui ont motivé les Palestiniens pour avaler les accords d'Oslo en 1993-94. C'est parce qu'ils pensaient qu'ils allaient trouver des solutions à ces trois sujets épineux fin 1999, début des années 2000. Merci. Merci Tawfiq, qui partage d'ailleurs le constat de Aude, qui a mis l'accent sur le calvaire des Palestiniens, même dans les différents pays d'accueil, dépourvus de leur liberté. Et d'ailleurs, la situation que les régimes des États d'accueil utilisent aussi pour leurs intérêts. D'ailleurs, on rappelle que la Jordanie avait même, au nom du roi Abdallah, avait même négocié avec Israël secrètement pour le partage de la Palestine. D'ailleurs, concernant cette question en fait de chasser au parti, il y a un livre super important de Benny Morris, qui est d'ailleurs parmi les nouveaux historiens israéliens, mais qui a après essayé de relativiser en fait cette version. C'est un livre qui est d'une importance capitale. Donc le constat est là, qui va entraîner certainement des questions, des interrogations, des demandes d'éclaircissement. Je propose qu'il y ait une première série de questions, 4 questions. Ensuite, on va prendre une deuxième, une troisième si c'est nécessaire et si on a le temps. S'il vous plaît, des questions, des demandes de précision. Soyez court, on ne veut pas d'autres interventions. Donc j'ai monsieur au milieu. Monsieur, bon, un peu de parité s'il vous plaît. Madame, au fond. Quatrième. Bon, on va prendre les 3 premières questions. Monsieur d'abord au milieu. S'il vous plaît, soyez précis. Donc, je suis enchanté. Voilà, donc je vais très rapide. En fait, je voulais juste savoir
j'ai entendu parler qu'on voudrait reconnaître la Nakba. Est-ce que ça va être une chose intéressante ou pas? Parce qu'on a fait plein de choses apparemment. Voilà. Merci. Bonjour. Merci pour vos présentations. Elles sont intéressantes. Ceci dit, mes questions. 1. Ne pensez-vous pas que le monde, je dis bien vraiment, les humains, entre guillemets, parce que, avec un petit H, hein, n'ont plus leurs fibres, afin que tous, vraiment, sachent que la Nakba vient d'eux, parce qu'ils soutiennent les Juifs, en l'occurrence les sionistes, qui rêvent d'un grand Israël, et que par tous les moyens, depuis Herzl, en 1885, s'était passé en Suisse pour un petit peu, comme l'a dit Shlomo, il a dit que bon, un rêve biblique qui passait en état expansionniste, colonialiste et génocidaire. Moi, je me demande pourquoi ces gens-là se taisent. Est-ce qu'ils ne sont pas, en quelque sorte, complices de Netanyahou, de Shamir, de Ben Gurion et tous ceux qui œuvrent pour ne plus entendre parler de Palestiniens? Est-ce n'est pas une honte pour, entre guillemets encore, ces humains qui n'osent même pas à lever le doigt ou écrire à tous ceux qui, plus ou moins, que ce soit des institutionnels ou des constitutionnels, à dire ça suffit. Moi, je me demande dans quel monde vit-on? N'est-il pas, en ce moment, vraiment très difficile pour ces gens qui souffrent depuis 1917, depuis Belfort, depuis vraiment 23, 33, et en remontant le temps, l'histoire est telle. Merci. Comment on peut regarder comme ça, vraiment, parce que moi je dis que les gens qui ne bougent pas, qui n'écrivent pas, aux députés, aux présidents des républiques ou tout ça, à leur dire ça suffit. On est des citoyens, on n'est pas des citoyens, mais alors le génocide, ça suffit. Votre question est claire. Je passe la parole à Mme Oufon. Après, on va prendre les réponses, une deuxième série de questions. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'avais plusieurs questions très courtes. Pourquoi est-ce que la situation des réfugiés palestiniens est-elle si particulière dans les pays arabes limitrophes? Est-ce que le fait qu'ils soient dénués de droits, est-ce que c'est quelque chose qui est propre aux réfugiés palestiniens, ou est-ce que d'autres réfugiés présents dans ces pays-là subissent les mêmes difficultés, cette même tragédie? Et j'avais une autre question que vous avez soulevée pendant l'exposé. Pourquoi Israël ne se satisfait pas ne s'est jamais satisfait de ce qu'elle avait? Est-ce que... il y a donc un projet colonial, mais dans quelle mesure est-ce que la question de la psychose sécuritaire dans laquelle se trouvent les Israéliens entre en jeu? Et j'avais une dernière question, c'était une question qui me travaille depuis longtemps, c'est quoi la Palestine historique? Dans quelle mesure, puisque les pays arabes sont si jeunes, depuis quand existe cette conscience palestinienne? Qu'est-ce qui différencie la conscience palestinienne d'une conscience jordanienne, etc. Puisqu'avant, tout ça, c'était... ça faisait partie d'une entité un peu... Enfin, voilà. Merci. Je vais prendre une quatrième personne... Ah, il y a une quatrième... J'ai une quatrième, en fait, personne qui a demandé avant. Après... On va prendre une deuxième série de questions juste après les réponses des intervenants. Monsieur. Merci.
Moi, je voudrais faire d'abord deux rappels. Le premier concerne, madame, vous avez parlé de israéliens, arabes israéliens, etc., de nationalité israélienne. Cette nationalité n'a aucune effectivité dans la mesure où ils n'ont pas le droit d'occuper des postes clés, etc. Donc, premier point. Deuxième point, vous avez parlé des réfugiés et Trump. Il convient de rappeler que Trump avait ramené le chiffre de 5 millions de réfugiés à une dizaine de milliers de façon à effacer le problème des réfugiés. On est d'accord? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vous m'entendez? Oui, on d'accord, d'accord. Et donc, voilà, c'est les deux premiers points. Ma question est la suivante. Les médias internationaux... Est-ce que vous pouvez descendre votre micro un petit peu? Un peu, d'accord. Les médias internationaux dépeignent les réfugiés, notamment les réfugiés palestiniens au Liban, comme des criminels, les camps étant des zones de non-droit, où violence, assassinat, raquettes règnent en roi. N'est-ce pas là une raison de diaboliser les réfugiés et donc de justifier des mesures telles que vient de prendre Trump? Merci. Ça fait déjà beaucoup. Je vais un peu m'attarder sur la première par rapport à la reconnaissance de la Nakba. C'était ma conclusion, enfin ma dernière partie que je n'ai pas eu le temps de faire. Pour moi, effectivement, c'est la clé. C'est-à-dire, pour la majeure partie, il est difficile aujourd'hui de savoir ce que les réfugiés palestiniens veulent ou comment ils mettraient en application ce droit au retour. Il y a quelques enquêtes qui ont été faites dans les années 2000, justement au moment de un petit peu ces réflexions par le groupe de travail de l'OLP sur les réfugiés, sur comment mettre en application de manière opérationnelle le principe du droit au retour, avec des différences d'interprétation par rapport à ce qu'avait été la manière d'appréhender ce droit au retour dans les années 60-70. Parce qu'une des questions quand même qui se pose à partir du moment où l'OLP fait de la déclaration d'un État uniquement sur la Cisjordanie et la bande de Gaza son projet prioritaire, c'est que ce droit au retour pour les réfugiés est déconnecté finalement des lieux d'origine de leurs parents, puisque l'État palestinien il va prendre forme en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et ces réfugiés, leurs parents, ne sont pas originaires de ces régions-là. Et donc il y avait une espèce pas d'impensé, mais une question à résoudre. Quelle forme, où est-ce que ces réfugiés allaient rentrer? Est-ce qu'ils allaient rentrer dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, mais l'État d'Israël s'y oppose? Ou est-ce que, du coup, parce qu'il y a ce projet d'État, ces réfugiés vont rentrer dans ce qui est désormais l'État de Palestine, mais qui ne correspond pas finalement à leur patrie au sens de village d'origine? Pendant longtemps, l'OLP a essayé de concilier les deux, cette idée de droit au retour, j'ai envie de dire, dans l'Israël 1948, et cet État palestinien en Cisjordanie, à la bande de Gaza, sans trop répondre par rapport à cette question compliquée. Mais les préparatifs techniques qui ont été faits par les groupes de travail dans les années 2000 allaient tous dans le sens quand même qu'il fallait mettre la priorité sur le retour en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais en prenant en compte le fait que, évidemment, l'économie, la capacité d'absorption des Palestiniens, de l'autorité palestinienne n'était pas gigantesque. Donc on ne pouvait pas non plus envisager le retour de l'ensemble des réfugiés du Proche-Orient. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à partir des années 90, l'OLP envisage comme autre solution au retour la solution des compensations financières, et qu'il y a des discussions très fines, très techniques, etc., sur l'évaluation, l'estimation de
qu'est-ce qu'on doit compenser. Il y a des calculs sur la perte et le préjudice, à la fois matériel mais aussi moral. Et est-ce que, du coup, Israël devrait payer aux Palestiniens par rapport à ce qu'ils ont perdu? Et cette question de la compensation financière, pendant très très longtemps, n'a jamais été envisagée ou discutée même au sein de l'OLP. C'était un espèce de tabou, parce qu'à partir du moment où on négociait, on demandait la compensation, ça voulait dire qu'on abandonnait le droit au retour. D'accord? Donc ça, c'est nouveau dans les années 90. Tout ça pour dire qu'il y a une évolution aussi sur l'interprétation que l'OLP donne à la mise en œuvre du droit au retour. Sans le dire de manière officielle, mais de manière quand même technique et dans des discussions, dans des travaux diplomatiques vraiment très importants, à se préparer à la mise en œuvre de ce droit de manière plus réduite que ce qu'il était envisagé au départ. Mais ce qui est avec une inconnue pour l'OLP, qui était de savoir, et qui est encore de savoir, mais concrètement, est-ce que ces réfugiés effectivement veulent rentrer? Est-ce qu'ils veulent rentrer du coup en Cisjordanie et dans la bande de Gaza alors que c'est un petit peu déconnecté de leur histoire familiale, et que surtout la situation en Palestine est-ce qu'elle est. Donc il y a des enquêtes qui ont été faites en 2003 par un bureau d'études palestinien, un bureau de recherche de Ramallah, qui montrait, figurez-vous, que moins de 10% des réfugiés palestiniens installés au Moyen-Orient envisageaient à l'époque le retour en Cisjordanie et la bande de Gaza. Voilà. Mais par contre, ce qui est très important, et j'en vois à la question de la reconnaissance de la Nakba, c'est que tous veulent, pour eux finalement, le sens qu'ils donnent aujourd'hui au droit au retour, c'est la nécessité, l'impératif de la reconnaissance par Israël du préjudice moral causé à leur peuple, et aux parents, etc. Et ça, il y a vraiment des groupes de pression, des associations de réfugiés au Liban, en Syrie, à Gaza, etc., qui militent auprès de l'OLP pour que cette question, justement, des réfugiés ne soit pas oubliée. Mais c'est une question mémorielle, symbolique, extrêmement forte. Et pour moi, effectivement, c'est ça la clé. Le problème, c'est dit par Tawfik, c'est qu'aujourd'hui, la société israélienne n'est pas prête. Absolument pas. Jamais été. Voilà. Voilà, donc voilà pour la question de la reconnaissance, de la Nakba, mais vous avez raison, mais comme toute, j'ai envie de dire, solution, réconciliation politique entre peuples, la question de la reconnaissance du préjudice causé à l'autre est fondamentale. Et là, c'est une... je ne vais pas dire que c'est un impensé, mais effectivement, on a aujourd'hui aussi un gouvernement américain qui va plutôt dans le sens du déni. On est dans une situation de déni, en fait. Oui, moi je reprends. D'accord. Ok, juste sur la question des réfugiés palestiniens dans les pays arabes et leurs droits. Bon, d'abord, il y a... les Palestiniens, quand ils sont installés dans ces différents pays, ils ne demandaient pas de droits politiques. Parce que pour eux, ils ne sont là que des invités, que de passage. Que de passage, l'histoire de quelques années, puis après, ils vont retourner chez eux. Et puis, après, il n'y avait aucune offre de la part de ces pays arabes, justement, pour ces Palestiniens. Mais il n'y avait pas non plus de demande explicite de la part des différentes forces politiques palestiniennes, y compris l'OLP, vis-à-vis de ces pays d'accueil. Parce qu'on voulait à tout prix éviter l'assimilation, éviter l'intégration. L'intégration, l'assimilation et tout, etc., signifie que les gens ne vont plus retourner. Là maintenant, par exemple, même si c'est vraiment absolument pas le même cas, je ne pense pas qu'on puisse penser un seul instant qu'une bonne partie des Algériens qui vivent ici en France souhaitent retourner en Algérie. Et ça s'applique également aux Marocains, aux Tunisiens et tout, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Mais ils ont construit une vie ici, tout simplement. Où ils avaient des droits, ils avaient, etc., etc. Pour les Palestiniens, donc, il fallait éviter ça. Il ne fallait pas qu'ils soient dissous dans une population. Et ça a arrangé également
ça arrangeait les États arabes qui ne voulaient absolument pas de les garder indéfiniment, même si, bon, jusqu'à maintenant, ils les ont en fait gardés, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours de bonnes conditions. Sur la question de l'insatisfaction d'Israël, tout à l'heure, je disais qu'on pensait que 78% de la Palestine historique allait répondre à leur... etc. Non, non, c'est tout. C'est vraiment, pas uniquement tout, mais on ne va pas expulser maintenant les Palestiniens qui y sont, mais bon, ils peuvent représenter une minorité dans des endroits qui sont autonomes, mais il est hors de question qu'ils soient assimilés à la population israélienne. C'est-à-dire pas un seul État pour tout le monde, et tout, etc. Parce que sinon, il va y avoir très prochainement une supériorité numérique palestinienne, mais ça, c'est un autre débat sur la question d'un seul État ou deux États, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc, pas question non plus de les laisser se développer à Jérusalem. Au contraire, Jérusalem, il faut vraiment continuer ce processus de judaïsation et ramener la population palestinienne qui, malgré toutes les mesures prises et tout, etc., elle représente quand même 40% de la population, la population palestinienne. 40% de la population de Jérusalem. Il faut la ramener à un seuil qui est tolérable, et le seuil tolérable, ça peut être 20%. 20% d'étrangers dans une capitale, c'est bon, il n'y a pas de problème, on peut le tolérer, et tout, etc. Et c'est le plan, mais bon, là aussi, ils imaginent des choses vraiment incroyables pour y arriver. Ils ne peuvent pas déplacer 20% de la population palestinienne de Jérusalem, donc ils vont déplacer les frontières de Jérusalem. Ils vont déplacer les frontières de Jérusalem, c'est-à-dire exclure des quartiers palestiniens entièrement de Jérusalem, ce qui représente à l'exclusion de 140 000 Palestiniens qui n'auront plus l'identité de Jérusalem, et inclure différentes colonies israéliennes qui sont en Cisjordanie, donc construites dans les terres palestiniennes, donc les inclure dans ce qu'on appelle la municipalité de Jérusalem, et donc ainsi réduire la population à 20%, ce qui serait un pourcentage tolérable. Et puis après, ouais, ils évoquent pour ceci une question sécuritaire. D'ailleurs, ils l'évoquent également pour le Golan syrien. Le Golan syrien, ils disent, de toute façon, on ne sortira jamais. Il a été annexé par le gouvernement israélien en disant que ceci, c'est pour des raisons sécuritaires, pour la sécurité d'Israël. La question de sécurité, c'est toujours la chose qui revient à chaque fois, si vous voulez. C'est ce qui a été sorti récemment lors des manifestations du retour de Gaza 30 mars, même si je sais qu'il y a une session sur Gaza, mais je vais quand même dire un petit mot là-dessus. C'est des manifestations qui ne représentaient aucun danger pour la sécurité d'Israël. Pour la sécurité d'Israël, proprement dite. Oui, effectivement, il représentait un danger pour cette doctrine israélienne qui consiste à la négation des droits de l'autre. Les Palestiniens, quand ils manifestaient à Gaza, ils manifestaient pour une vie meilleure. Ils ne manifestaient pas pour la destruction de l'État d'Israël. Ils manifestaient pour la levée du blocus, pour pouvoir voyager, pour pouvoir, etc. etc. C'est comme ça qu'ils expliquaient tous ces sacrifices d'ailleurs qu'ils ont fait. Puis donc, bon, ils n'ont tellement strictement rien à perdre qu'ils affrontent la mort comme ça. Et il ne faut pas croire ce que disent un certain nombre de médias, comme quoi ils sont manipulés par le Hamas, etc. Parce qu'on peut emmener des gens comme ça à la boucherie lors d'une manifestation, mais on ne peut pas le faire tous les vendredis d'une façon continue. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'essentiel. Je vais reprendre sur la question historique qui me paraît importante sur depuis quand elle existe cette conscience palestinienne et en quoi ça se distingue effectivement de l'identité jordanienne ou libanaise, etc. En fait, le nationalisme palestinien
il est, j'ai envie de dire, réactualisé dans les années 60 par l'OLP, mais les origines de ce nationalisme sont bien antérieures, et en fait bien antérieures à la déclaration de l'État d'Israël. L'État d'Israël ne fait pas tout, hein, n'explique pas tout. En réalité, c'est dès le début du XXe siècle, dans les années 20-30, et pour le coup la politique britannique en la matière n'est pas voilà, hein, a été très ambiguë et en partie assez responsable aussi de ce qui se passe aujourd'hui, qui donc était la puissance à laquelle on a les nations, enfin c'est pas les Nations Unies, mais l'équivalent des Nations Unies de l'époque, ont confié un mandat sur la Palestine. La Société des Nations, c'était pour avec cette idée que ces peuples arabes étaient, qui jusque-là étaient sous contrôlés par l'Empire ottoman, étaient moins avancés que les peuples européens, et donc moins prêts à devenir indépendants. Et donc ces mandats, cet outil des Nations Unies, de la Société des Nations, c'était un outil pour aider, accompagner, pour que les Européens, la France, pour le Liban, la Syrie, la Grande-Bretagne, pour l'Irak, la Jordanie, la Palestine, accompagnent les peuples arabes vers leur indépendance. Mais dans le cas de la Palestine, qu'on appelle mandataire, donc c'est la première carte que je vous ai montrée, on appelle aussi cette Palestine la Palestine historique. La voici. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les Britanniques ont accompagné, en signant en 1917 la fameuse déclaration de Balfour, parallèlement à ce projet d'émancipation politique arabe, l'idée d'un foyer national pour le peuple juif dans la région, donc 1917. Et que ce projet, donc porté par les mouvements sionistes européens, a conduit à progressivement la Grande-Bretagne à accompagner l'immigration juive, donc des arrivées, des vagues d'immigration juive dans la région. Effectivement, beaucoup avec l'aide de l'agence juive pour l'achat de terres. D'accord ? Mais la politique du mouvement sioniste à l'époque, c'était une politique d'exclusivisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les terres étaient achetées par l'agence juive, l'idée était qu'elles devaient être travaillées par une main-d'œuvre juive et interdite, entre guillemets, à la rétrocession foncière à des populations arabes. Et donc, au départ, si vous voulez, ces arrivées d'immigrants juifs en Palestine n'ont pas posé de problème jusqu'à la Première Guerre mondiale, parce qu'effectivement, c'était très marginal en nombre, et y compris cette politique d'exclusivisme, de séparatisme sur le marché du travail n'a pas posé de problème, mais progressivement, les paysans palestiniens se sont sentis menacés par cette concurrence économique et aussi sur le plan foncier. Et c'est pas un hasard si c'est dans les régions agricoles de la Palestine que les premières rébellions, les premières émeutes juives contre arabes de Palestine ont émergé. Et les premiers clashs violents ont eu lieu dès 1929. Et puis la grande révolte arabe de 1936, donc c'est bien antérieur à la création de l'État d'Israël. Tout ça pour... C'est cette immigration juive et la prise de conscience progressive que la Palestine mandataire, c'est-à-dire la Palestine protégée par cette déclaration Balfour des Britanniques, était spécifique, oui, parce que c'était le territoire sur lequel on permettait progressivement l'arrivée de ces populations juives. Et donc, très tôt, dans les années 20-30, il y a cette idée que cette partie de la Grande Syrie, ce qui était la Grande Syrie de l'époque ottomane, qui regroupait, si vous voulez, la Palestine, la Syrie et la Liban, qui faisait partie d'une même unité géographique ou régionale et culturelle aussi à l'époque ottomane, et bien que cette partie de cette Grande Syrie était spécifique et était menacée par des intérêts politiques extérieurs et britanniques, mais aussi de plus en plus intérieurs,
par les arrivées de ces populations juives. Voilà, et donc il y a vraiment, si ça vous intéresse, c'est un grand chercheur palestino-américain qui s'appelle Rachid Khaldi, qui a écrit un livre traduit en français, L'identité palestinienne, et qui revient justement sur ce qu'il appelle le proto-nationalisme palestinien des années 20, porté par des intellectuels, des journalistes palestiniens, et aussi beaucoup des chefs religieux, etc., hein, qui, les premiers, ont alerté et ont rattaché l'identité palestinienne à cette conscience d'une menace extérieure liée à cette immigration juive. Et ça, ben, ça n'existait pas en Transjordanie, ni en Irak, ni pour la France, au Syrie ou au Liban. Et donc il y a une vraie prise de conscience dès cette période-là. Et juste très rapidement sur la diabolisation, enfin sur la description par les médias des réfugiés des camps, notamment au Liban, comme des criminels, des zones de violence, de non-droit, etc. Et le fait que ça joue contre eux, oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que en 70 ans, hein, les camps ont extrêmement évolué, explosé sur le plan démographique. Alors il y a des règles de construction très strictes hein, dans les camps qui font que ce sont du coup des espaces de très très forte densité démographique, notamment à Gaza, on pourra en reparler, avec des ruelles très étroites, très très peu d'infrastructures au niveau infrastructures en eau, en électricité. Checkpoint. Des contrôles, ça c'est vrai pour le Liban. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, quand même, il y a la population palestinienne qui, avec les années, a aussi augmenté hein, sur le plan démographique. Et du coup, ces camps, les populations ont progressivement dépassé les frontières des camps. Hein, donc, ils vivent aussi aux frontières des camps, dans des zones un peu informelles. Mais il y a aussi, dans les années 90, beaucoup d'autres arrivées, notamment en Jordanie, les Irakiens, qui sont allés vivre dans les camps palestiniens et dans toutes les zones environnant les camps, parce que tout simplement c'était moins cher. Hein. Donc j'ai envie de dire que les épisodes de crise politique dans la région du Moyen-Orient et les vagues migratoires qui en ont résulté ont fait que ces camps progressivement ne sont plus uniquement des camps peuplés par des populations palestiniennes. C'est vrai en Jordanie, c'est vrai au Liban par les Syriens aussi. Hein. Voilà, qui font des zones mixtes. Dans certains cas, on l'a dit pour la Syrie, le camp de Yarmouk, mais c'est vrai aussi en Jordanie, c'est des véritables villes. C'est des lieux, effectivement, vraiment des centralités économiques. Hein. Alors, il y a ça, d'un côté. Il ne faut pas juste penser les camps comme des lieux, j'ai envie de dire, de la désolation hein, et de la tragédie humanitaire. Parce qu'il y a des zones, entre guillemets, riches dans les camps, des populations réfugiées qui peuvent être riches aussi sur le plan individuel. Et en même temps, mais ça c'est plus spécifique au Liban, mais aussi, moi pour avoir beaucoup habité en Cisjordanie, quand même, il y a effectivement, mais de fait, à la fois de leur situation de marginalité économique et de leur absence de sécurité juridique, eh bien, c'est des populations, effectivement, qui très souvent sont aux marges du droit, notamment, effectivement, sont dans les réseaux de vol de voitures, de téléphones portables, etc. Donc, des espaces, effectivement, criminalisation, entre guillemets. Hein. Et alors, en plus, au Liban, dans certains cas, notamment à Tripoli, hein, c'est des zones qui ont été, j'ai envie de dire, où des populations... de partis de mouvances djihadistes hein, se sont installés comme base arrière et du coup qui ont été pilonnés hein, du coup ça a fait cette espèce de où on a associé voilà, la violence politique palestinienne qui est plutôt nationaliste hein, à cette violence au moment de... Après, c'est un effet post-11 septembre. Hein, on a identifié ou assimilé voilà, les Palestiniens à des pro-Ben Laden, etc. Et il y a eu effectivement une instrumentalisation politique par les États-Unis et Israël, évidemment, de ce phénomène-là. Voilà. Merci à Odette. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Je vais prendre 2 questions max. J'ai monsieur là-bas,
madame et monsieur. Bon, je vais prendre une quatrième question, mais franchement, s'il vous plaît, soyez très précis et concret parce qu'on a 10 minutes, comme ça, les intervenants vont pouvoir aussi répondre rapidement. Donc, monsieur au milieu. Bonjour. Moi, j'avais une question en fait, qui n'était pas soulevée dans votre présentation. C'était la question centrale du contrôle de l'eau, et surtout au niveau de la colonisation de la Judée-Samarie. Merci. Madame, juste là. Bonjour. Alors moi j'ai bien aimé cette présentation, mais j'ai trouvé que la question de la cause de pourquoi est-ce que cette question du retour des réfugiés palestiniens est bloquée. À la fin de la présentation, on a évoqué le fait qu'en fait ça dépend de la volonté des États. Et moi j'ai l'impression qu'on remarque que dans la communauté internationale, la plupart des États reconnaissent l'urgence de cette question. Mais alors pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Est-ce que c'est parce que les États-Unis ont toujours un énorme poids, et notamment via les lobbies sionistes aux États-Unis qui continuent de financer la colonisation en Israël? Est-ce que c'est ça qui bloque vraiment la prise en charge de la question du retour? Merci. J'ai monsieur au milieu, ensuite madame au fond. Alors moi j'avais déjà, et je trouve votre intervention intéressante, mais d'un point de vue militant, je trouve qu'il est quand même un peu dangereux de pouvoir dire qu'il y a une violence politique palestinienne. C'est la Palestine qui subit une violence et elle réagit, et c'est une lutte plutôt, c'est une lutte politique et non une violence politique. Donc ça c'est un peu, si je devais réagir par rapport à votre intervention, je trouve que peut-être c'est souvent, on ne fait pas souvent attention parce que les enjeux politiques même font que souvent on l'interprète de cette façon, mais pour moi je trouve qu'il y a plutôt une violence qui est subie et donc il y a une réaction à cette violence. Merci. Et le deuxième point, c'est juste pour dire aujourd'hui en termes diplomatiques, quelle est la stratégie que les Palestiniens utilisent ou adoptent face à cette situation des réfugiés qui, à mon sens, est une question inédite. Et ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, un peuple qui soit ainsi assigné à une situation où tout le monde est désolé, et je trouve quelle est la stratégie aujourd'hui. Merci. Merci. La dernière question. Bonjour, moi j'ai une question, mais ça n'a pas vraiment un rapport direct avec les réfugiés, donc s'il n'y a pas le temps, c'est pas grave. C'était juste pour vous demander quelle était la différence au niveau des régimes juridiques entre les parties qui sont colonisées, les parties qui sont annexées, et au niveau de l'élaboration du droit israélien, quelles sont les raisons qui font qu'Israël entretient une sorte de flou comme ça dans les termes juridiques qu'il utilise et dans l'élaboration de son droit? Merci. Nous avons moins de 10 minutes. Je vous propose 5 minutes chacun. Comme ça, il y a un débat qui va commencer après, donc on va laisser le temps pour les organisateurs de faire leur travail aussi. Aude, tout fait prêt. Merci pour vos questions. Je vais commencer par la question ardue de quelle est la stratégie diplomatique des Palestiniens par rapport à cette question. Je dis ardue, elle est douloureux d'y répondre. Je dirais qu'en ce moment, le problème, c'est qu'il n'y a pas une direction politique palestinienne. On a une division politique entre l'autorité de Ramallah, qui est soutenue par la communauté internationale, portée par le Fatah et Mahmoud Abbas. D'un côté, on a la direction du Fatah, on a l'autorité à Gaza, portée par le Hamas, et cette scission politique qui dure depuis 2007, eh bien, elle joue négativement, j'ai envie de dire, sur la représentation politique des Palestiniens sur la scène internationale. Et il n'y a pas... Ça, c'est une chose. Et d'autre part, il y a une telle désespérance en Palestine, au-delà du cas des réfugiés, en Cisjordanie et la bande de Gaza, sur la situation, une absence d'horizon politique. D'accord ? Aujourd'hui,
En Palestine, vous rencontrerez personne qui vous dit qu'il croit encore à la solution de l'État palestinien sur la Cisjordanie de Gaza. Donc il y a une absence d'horizon politique totale qui fait que, et une perte de confiance, c'est un euphémisme, dans la capacité de l'OLP et du parti qui a porté les négociations de paix dans les années 90, le Fatah, à pouvoir défendre les intérêts des Palestiniens. Qu'il n'y a pas consensus en fait sur vers quel projet d'avenir on va. Donc en Palestine, il y a énormément de gens aujourd'hui qui parlent effectivement de cet État, que la solution c'est l'État binational, parce que de toute façon l'État il est perdu, voilà. Mais c'est absolument pas une solution pour l'instant qui est reprise par les dirigeants de l'OLP de manière officielle. De manière officieuse, on peut discuter la question avec eux, mais de manière officielle, aucun pour l'instant n'a fait de déclaration de ce type. Et ce serait vraiment un aggiornamento politique fondamental. Donc on n'y est pas. De toute façon, encore une fois, sur cette question-là, l'État d'Israël, c'est comme sur le droit au retour, c'est un nom de principe très ferme. Voilà. Donc la situation, elle est à la fois bloquée côté palestinien, mais elle est aussi bloquée, j'ai envie de dire, côté israélien, bloquée côté israélien, mais elle est aussi bloquée côté palestinien, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas consensus sur un projet politique d'avenir. Voilà. Et il n'y a pas une direction, un leadership politique légitime, reconnu par tous les Palestiniens. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on demande une prolongation. Oui, parce que la question de l'eau, c'est oui, encore une autre table ronde. La question de l'eau, c'est une question épineuse. Oui. Mais il y a, vous savez, il y a une brochure qui a été éditée par l'association France-Palestine Solidarité, peut-être que notre groupe ici, local, il l'a, qui a été faite par des spécialistes de la question de l'eau, qui est vraiment extrêmement complète. Et puis je peux vous renvoyer également sur une étude qui a été faite par un groupe de parlementaires français, qui a été dirigé par Glavany, qui était un député socialiste, qui date d'une dizaine d'années, et le rapport intitulé de l'apartheid dans la gestion de l'eau par Israël, sur cette question. Glavany, il voulait d'ailleurs présider l'Assemblée nationale, et suite à ce rapport, donc il a raté le perchoir de peu. Donc ça nécessite vraiment un autre débat, un débat sur cette question de l'eau. Sur la question du retour des réfugiés, ce qui a été dit, c'est qu'il y a plutôt une tendance à la reconnaissance de... Attention, c'est... on est, tout le monde ici en Europe et tout, etc., et pour le retour des réfugiés syriens en Syrie, pour le retour des réfugiés irakiens en Irak, etc., etc. Ils ne sont pas tous pour le retour des réfugiés en Israël-Palestine, parce que Israël ne le veut pas. Et pourquoi Israël ne veut pas de retour de ces... D'abord, elle considère que c'est une menace démographique qui est très grave, qui peut menacer son existence même, en tant qu'État juif. Parce que Israël, maintenant, elle est définie comme État-nation du peuple juif. Mais alors, ils ne veulent non plus pas laisser la possibilité, par exemple, de 2 États avec une possibilité de retour des réfugiés dans l'État palestinien, c'est-à-dire pas dans leur foyer d'origine. Même en Cisjordanie à Gaza, c'est interdit. Pour une raison très simple. C'est que Israël considère, avec cette nouvelle loi, que seul le peuple juif, il a le droit à l'autodétermination sur cette terre. Donc c'est écrit noir sur blanc sur la loi État-nation qui a été adoptée il y a 2-3 mois. Et puis, il n'y a pas de frontière de l'État d'Israël, tout simplement. Israël n'a pas de frontière. Donc, elle ne peut pas dire qu'ils peuvent s'installer dans la vallée du Jourdain, alors que la vallée du Jourdain fait partie de ses visées territoriaux. Donc, elle ne veut plus personne. Donc, il faut contrôler les frontières de là. Israël contrôle entièrement les frontières de la Palestine. Donc, les Palestiniens n'ont pas le droit de retourner là-bas. D'ailleurs, pas uniquement les Palestiniens, n'importe qui. Quelqu'un qui, par exemple, travaille à l'Institut français au Proche-Orient,
il n'est pas sûr de pouvoir aller travailler là-bas, retrouver son poste, même s'il est recruté par le gouvernement français, par l'État français. Il y a même quelqu'un qui travaille au consulat général de France à Jérusalem. Les Israéliens ne voulaient pas de lui, il a été refoulé. On l'a envoyé, etc. Donc il y a ce contrôle total qui fait que ces réfugiés, de toute façon, ils ne pourront retourner totalement, partiellement, tout, etc., que s'il y a une solution politique, ce que le monde entier, jusqu'à maintenant, ne veut surtout pas imposer à Israël, malgré que ceci fasse partie du droit international et pas fait partie des résolutions qui engagent l'ensemble de la communauté internationale. Et engagent la France, comme les États-Unis et tout, etc., qui sont les garants de ce droit international en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ceci, c'est une question qui... sur la question, mais juste un mot sur la question de la stratégie palestinienne concernant la question des réfugiés. Il faut voir que, en fait, c'est quoi? Il y a les positions de principe de l'OLP. C'est la question du respect du droit au retour selon la résolution 194 des Nations Unies, qui a été montrée tout à l'heure par Odd. Et il y a l'autorité palestinienne qui, en fait, l'autorité palestinienne, elle ne gère que la situation de la vie des gens dans les territoires qui sont son administration. Donc essentiellement des villes ou quelques petites parcelles, ce qu'on appelle les zones de paix, selon les accords d'Oslo. Donc elle ne s'attaque pas à ces questions qui sont hautement politiques. Ça c'est du ressort de l'OLP, mais l'OLP, on sait qu'elle n'a aucune possibilité, aucun moyen de pression sur Israël. Vous savez, le combat, il y a une telle asymétrie dans les rapports de force que s'il n'y a pas une implication de la communauté internationale, le problème il restera éternellement sans solution. Vous savez, il y a un ancien israélien, un ancien de l'extrême droite, mais qui est devenu un pacifiste, et puis quelqu'un de militant de la paix qui est mort il n'y a pas si longtemps, au mois d'août, Yuri Avneri, qui décrivait un petit peu la situation et puis la politique, ou plutôt ce que préconise en ce moment la communauté internationale en incitant les deux parties à négocier. Dans le cadre de ce dysfonctionnement dans le rapport de force, il a dit c'est comme si vous demandiez vous voulez que des négociations continuent entre un loup et un agneau, mais tout seul dans une chambre, dans une pièce. Ce n'est possible que si vous changez d'agneau tous les jours. Merci Tahani. Je propose que ce soit le mot de conclusion. Je remercie donc Tahani Toufir et Odd Signol pour leur précieuse intervention. Je remercie le public déjà d'être présent ici, d'avoir réagi dans ce débat. Je tiens à remercier à nouveau Radio Pastel pour la transmission de ce débat. Et enfin, je remercie l'IRIMO et l'Institut du monde arabe Tourcoing pour avoir organisé ce débat. Merci à vous.